Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer votre manière de vous entraîner, les tests d'effort en triathlon. Pourquoi se tester alors qu'on n'est pas pro? En fait, parce que mieux se connaître, c'est mieux s'entraîner et qu'il vaut mieux s'entraîner juste que s'entraîner dur. Avec William, qui est avec moi aujourd'hui, on va décortiquer les différents types de tests en triathlon, en natation, à vélo, en course à pied. Et l'objectif à la fin de cet échange, c'est de vous aider à comprendre les grands repères physiologiques, les fameuses zones d'intensité, comment choisir le bon protocole selon votre niveau et votre objectif, et surtout comment interpréter ces résultats et après les utiliser intelligemment à l'entraînement. Ah, puis si vous êtes déjà demandé pourquoi un test terrain c'est plus fiable qu'un test labo, si vous pouvez faire vraiment un test à vélo sans capteur de puissance, ça fait partie de toutes ces questions auxquelles on va répondre pour vous aider à vous aiguiller dans cette grande jungle que sont les tests en triathlon. William, je suis super heureux de t'avoir aujourd'hui avec moi. Toi, tu es passionné par l'entraînement, tu es expert en physiologie et tu es membre de l'équipe OpenTri depuis plusieurs années. Et puis surtout, tu es triathlète depuis quelques années. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais du triathlon? Salut Charlie, merci de me recevoir pour tes passages sur les tests en triathlon. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je fais du triathlon et donc là, je passe progressivement sur triathlon longue distance cette année. Et donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui est passionnant. Ok, génial. Bon, bah, c'est parti. Première question, déjà, pour bien comprendre, c'est quoi l'intérêt de se tester quand on est triathlète amateur? Comme tu l'as dit en introduction, l'intérêt, c'est déjà de mieux se connaître. Et en fait, mieux se connaître, ça va permettre d'individualiser l'entraînement, puisque du coup, on a quand même 3 sports dans lesquels s'entraîner, avec un niveau différent, du coup, dans chacun des sports. Donc, cette individualisation va permettre, d'une part, de maximiser votre progression, d'autre part, d'éviter les blessures, et surtout, garder un bon ratio entre les entraînements à basse intensité et les entraînements à haute intensité. Et puis, à l'approche des courses, ça vous permettra aussi d'établir, des stratégies de course plus précises pour pouvoir délivrer la meilleure performance possible sur la course préparée. Comme je commençais à le dire en intro, il y a aussi un truc derrière ça, c'est de s'entraîner de manière optimale. C'est-à-dire que on n'est pas dans une logique où on va chercher à enchaîner le volume et chercher à faire les plus grosses semaines possibles. Les tests, c'est déjà la base pour pouvoir s'entraîner correctement et s'entraîner plus intelligemment plutôt que volontairement plus dur. Ouais, exactement, il y a un mythe qui est à la peau dure, surtout en triathlon, c'est le mythe un peu du no pain, no gain, où, je vais venir faire une séance, ultra difficile, pour montrer un peu ce que je vaux, sur Strava ou sur les réseaux sociaux et au final, derrière, je vais être, KO un peu, sans énergie pendant une dizaine de jours parce que cette séance aura laissé beaucoup de traces. En fait, l'intérêt du testing, en individualisant l'entraînement, ça va être de pouvoir s'entraîner à la juste intensité. On a tous un niveau différent, tous des zones d'intensité différentes et le but, ça va être vraiment de s'entraîner juste pour pouvoir répéter des stimuli réguliers dans le temps. Donc, on va distinguer un triathlète, débutant qui va s'entraîner, 3 à 4, 5 fois dans la semaine, un triathlète, très avancé qui va s'entraîner, peut-être 15, 16, 17 fois dans la semaine, jusqu'au professionnel. Où, du coup, on va chercher à garder, toujours, suivant le niveau, une balance entre haute intensité et basse intensité. Et donc, du coup, l'objectif, ça va vraiment être de s'entraîner à la juste intensité, avoir le juste nombre de séances avec un stimuli qui soit, cohérent avec son niveau pour pouvoir progresser, et puis répéter justement ces séances intenses, tout en récupérant, sur le long terme. Parce que faut voir la progression comme un escalier en fait, hein, on va gravir marche après marche si on se retrouve, en haut de l'escalier sans avoir, la matière pour construire la suite, ça n'a aucun sens en fait. Ouais. Donc c'est vraiment cette image de progression à long terme avec un entraînement qui soit calibré, qui soit intelligent et qui permette d'avoir une progression continue. Exactement. Et donc, ouais, de ce que tu disais, donc il y a vraiment ces deux phases. Il y a la phase je me teste pour m'entraîner plus intelligemment. C'est principalement celle dont on va discuter aujourd'hui sur comment est-ce que je détermine mes zones, à quoi ça correspond déjà, mes zones d'un point de vue physiologique. Et puis derrière, il y a aussi toute cette partie compétition sur laquelle finalement m'être testé, ça me permettra aussi d'avoir les bonnes intensités, les bonnes plages d'allure, de puissance à respecter le jour de ma compétition pour délivrer la meilleure performance possible.
Donc il y a vraiment ce truc où finalement, alors ma question ça va être celle-ci, même pour un athlète très débutant, c'est hyper intéressant de se tester. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que certes, les tests, c'est une image de notre niveau à un instant T, mais du coup, quand on va faire ces tests, on va pouvoir ensuite replanifier ces différents entraînements et à plusieurs étapes clés de la saison, on va pouvoir justement refaire ces tests jusqu'à l'approche de la compétition pour pouvoir calibrer ces intensités visées en compétition. D'autant plus quand on est débutant, il y a intérêt à faire ces testings. Il faut quand même garder un juste milieu et ne pas en faire trop souvent, mais il y a tout intérêt, puisque du coup, c'est vrai que bah, plus on est débutant, plus on progresse vite. Et donc, c'est vrai que recalibrer ces zones tous les 3 mois, 6 mois, c'est intéressant pour pouvoir s'entraîner bah, juste comme on disait juste avant. Ouais. On va en reparler ça de à quelle fréquence, selon le profil, on recommande de faire ce genre de test. Et peut-être juste pour terminer sur cette partie-là, chez les débutants ou chez les gens qui sont pas dans une pratique extrêmement avancée du triathlon, l'intérêt de faire ces tests, ça va aussi permettre de suivre un peu mieux son entraînement derrière. En fait, on a la chance sur le podcast Devenir triathlète de recevoir souvent des pros et quand on leur demande quel serait le conseil numéro un qu'ils donneraient à des débutants, très souvent, le conseil qui revient, c'est respecter les zones d'allure qu'on vous donne à l'entraînement. Et c'est pour ça que c'est hyper important et que ça fait souvent écho au cliché qu'on a de la personne qui commence à s'entraîner et qui va tout le temps être un peu, on va dire, tempo en zone 3 parce que c'est pas trop lent, ça met un peu de peps à l'entraînement. Mais faire toutes ces séances-là tout le temps, ça va vite épuiser, on va pas progresser. Donc il y a cet intérêt de, dès qu'on démarre la pratique avec un entraînement un peu structuré, de prendre conscience de ces zones-là et surtout de les respecter avec du coup, un entraînement qui sera correctement équilibré entre les différentes intensités et les différentes qualités travaillées dans la semaine. Ouais, bah, c'est vrai que on a souvent, comme tu disais, le qui se fait la tête, qui s'entraîne toujours un peu trop dur. Mais ce qu'il faut garder, c'est vraiment une vision long terme où, justement, le fait de garder on parle souvent du 80-20, hein, cette balance, d'entraînement polarisé, donc avec, 20 d'intensité, 80 de basse intensité. Donc ça, c'est plutôt, valable en termes de nombre de séances, donc 4 séances à basse intensité, une séance à haute intensité. Et donc en fait, c'est ce qui va permettre de progresser, vraiment sur le long terme. Parce que c'est pas en répétant, en s'entraînant toujours plus dur qu'on va progresser, hein. Faut garder à l'esprit que, les champions de l'entraînement, ça sert pas à grand-chose en fait. Là où on veut être fort, c'est la compétition et l'entraînement, c'est fait pour être contrôlé et s'entraîner juste parce que la performance maximale, on veut la donner en compétition, pas à l'entraînement. Ok. Bon. On a fait un bon tour pour l'intro et les enjeux de pourquoi est-ce qu'il est important de tester. Peut-être on peut faire un petit détour avant de parler des protocoles de test, juste physiologiquement à quoi ça correspond ces zones d'intensité, pour qu'on comprenne quel est l'enjeu derrière de se tester et ce qui se passe dans notre organisme sur ces différentes zones. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les grands domaines d'intensité, les différentes notions qu'on retrouve derrière ça? On voit souvent parler, quand les entraîneurs ou enfin d'autres triathlètes parler de système des zones, donc 5 zones, 7 zones. Donc ça, c'est assez propre à chacun. Ce qu'il faut garder à l'idée, c'est qu'au niveau, de notre corps, il y a 3 grands domaines d'intensité. Ces 3 domaines d'intensité-là vont être délimités par les seuils, donc le seuil 1, le seuil 2. Seuil ventilatoire, seuil lactique, il y a différentes appellations qui correspondent globalement à peu près tous à la même chose. Donc on a d'abord le domaine d'intensité, modérée, où là, en fait, on va être sur un effort qui va être, facile, sur lequel on va pouvoir durer longtemps, où on va avoir une consommation d'oxygène qui va être stable, des niveaux de lactate qui vont aussi être stables par rapport au niveau de lactate de base. Donc ça, c'est le domaine d'intensité modérée. Donc ce domaine-là va aller jusqu'au 1er seuil.
Donc au-dessus de ce premier seuil, on va avoir le domaine heavy, donc on peut aussi appeler, le domaine lourd, où là, on va, avoir une première éla une élévation un peu plus importante de la consommation d'oxygène, qui va toujours marquer un plateau, même si ça va dériver au fur et à mesure avec, la fatigue physique de l'effort. Pour le lactate, même chose, on va avoir, aussi une dérive des valeurs de lactate un peu plus hautes, mais qui vont toujours observer un plateau. Et donc là, ce domaine heavy, il va jusqu'au seuil 2. Donc le seuil 2 qu'on appelle aussi MLSS, donc Maximal Lactate Steady State, donc l'état maximal de lactate stable. Ce qui veut dire qu'au-dessus, donc on rentre dans le domaine sévère, donc ça va être tout ce qui va être effort de VO2 max, où là, en fait, la consommation de VO2 va toujours augmenter sans jamais atteindre de plateau, et on va dériver vers le maximum. Même chose pour les valeurs de lactate. Et donc, voilà, donc le corps humain, globalement, il a ces 3 grands domaines d'intensité. Donc après, il faut pas voir, les seuils 1 et les seuils 2 comme une barrière où d'un coup, il y a un changement brutal au niveau du corps humain. Faut garder à l'esprit que c'est un continuum et que du coup, c'est une petite zone où, bah, du coup, il va y avoir des changements physiologiques qui vont se faire progressivement. Mais c'est important de connaître ces 3 domaines d'intensité-là puisque, bah, ce sont ces domaines-là qui vont régir ensuite, les différents systèmes de zones qu'on peut voir en triathlon, donc à 5 zones, à 7 zones. Ok, est-ce que juste tu peux nous faire un petit rappel sur ce que sont les seuils, seuil 1, seuil 2? Ouais, alors seuil 1, oui, donc qu'on peut appeler aussi seuil ventilatoire 1, seuil lactique 1, seuil aérobie. Globalement, c'est le niveau d'effort à partir duquel la conversation n'est plus facile. Donc on rentre dans un effort qui va être un peu plus tempo, un effort qui va être moins durable sur le long terme. Donc on va avoir une élévation du VO2, une élévation de la concentration lactate comme je disais. Donc ça correspond à la fin de la basse intensité, entre guillemets. On va commencer à rentrer dans l'intensité modérée. En termes de fréquence cardiaque, on parle souvent aux alentours de 80% de FC max, même si bon, ça c'est très dépendant du niveau de l'athlète, en fait. On va dire que plus un athlète est entraîné, plus il sera capable de tenir un haut pourcentage de fréquence cardiaque maximale à son seuil 1. Ensuite, donc on a, comme je disais, le domaine lourd, donc jusqu'au seuil 2. Et donc là, le seuil 2, ça marque, donc qu'on peut appeler seuil lactique 2, seuil ventilatoire 2, seuil anaérobie. Donc ça marque la fin de l'état stable du corps. Donc on va dire que jusque-là, le corps est dans un état stable. Et dès qu'on passe ce seuil 2-là, on dérive progressivement vers l'échec. Et donc, ça peut correspondre globalement à une allure semi-marathon, par exemple, en course à pied. En termes de fréquence cardiaque maximale, on parle de 90% de fréquence cardiaque maximale environ. En termes de ressenti d'effort, on est sur du 7 à 8 sur 10. Et comme je l'ai pas dit, et sur le seuil 1, on est aux alentours de 4 sur 10 globalement. Donc ce sont ces deux seuils-là qui viennent déterminer donc le modèle à 3 zones qu'on a vu, mais aussi tous les modèles qui en découlent, c'est-à-dire les modèles à 5 et 7 zones. Ouais, en fait, on va venir découper les différents domaines en plusieurs zones. Si on prend l'exemple, par exemple, dans la de haut niveau, comme Tadej Pogacar, il va avoir un premier seuil à 350 watts. Ça ne veut pas dire que tous ses entraînements en endurance, il va les faire entre 300 et 350. Parce que d'un point de vue dépense énergétique, coût sur le système nerveux, même ressenti d'effort, c'est beaucoup trop dur. Alors oui, il va être dans sa basse intensité, mais sur le long terme, il va se fatiguer. Donc là, il va falloir distinguer des séances en zone 1 qui vont être de la récup, hein. Il va pouvoir faire ses séances à 180, 200 watts, ce qui pour lui est très facile, hein. Là, il pourrait faire des heures, même des jours de vélo à cette allure-là. Et des séances en zone 2 où là, il va travailler un peu plus sa caisse dans un effort toujours du coup en contrôle, à basse intensité, mais un peu plus demandant, pour pouvoir, bah, du coup, développer son endurance. Donc ça va être assez important du coup de distinguer cette zone 1, zone 2, donc qui va être plutôt, on va dire de l'endurance de récupération et de l'endurance active, on va dire. Donc c'est pas valable, hein, uniquement pour les athlètes de très haut niveau, hein, c'est valable aussi pour les amateurs, hein.
Ensuite, la partie zone 3, zone 4, ça va venir découper le domaine lourd en deux parties. Donc, c'est la partie tempo. On va dire que la zone 3, ça va être de l'allure globalement semi-Ironman. Et la zone 4, plutôt triathlon M jusqu'à, allez, on va dire une allure semi-marathon en course à pied. Et ensuite, au-dessus, on a la zone 5 qui correspond au domaine sévère. Donc pour le domaine à cette zone, certains entraîneurs, aiment bien découper cette zone 5 là en trois parties. Donc globalement avec un travail de VO2 max et puis après, zone 6, zone 7, ça va être travail, plutôt de sprint long et sprint court. Donc globalement, voilà comment se répartissent, les différentes, zones dans les domaines d'intensité physiologique. Donc, pour récapituler, tout part physiologiquement des mêmes trois grandes zones déterminées par les deux seuils. Et derrière, plus on va avoir des modèles euh, granulaires, c'est-à-dire avec un plus grand nombre de zones, plus on va être capable de travailler spécifiquement des intensités, des qualités qu'on va demander aux athlètes. Ça permet vraiment de préciser l'entraînement, et bah, au moins, par exemple, une personne qui est en préparation pour un Ironman, on va pouvoir, distinguer des séances où on va faire de la zone 1, où ça va être vraiment récupération et des séances où on va être en zone 2, où là, ça va être de l'intensité plus spécifique à l'Ironman. Donc ça permet vraiment d'apporter de la précision, plutôt que de balancer une large fourchette d'intensité. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus précis sur l'entraînement. Donc là, on a traité le sujet donc, de la physiologie, de ce qui se cache derrière les différentes zones d'entraînement et en quoi les tests vont être intéressants pour ça. Alors, juste avant de rentrer dans les protocoles de tests précis en natation, vélo, course à pied, peut-être on va préciser ce qu'on entend par protocole de test, parce qu'aujourd'hui, quand on en discute, notamment avec des débutants, ce qui nous vient en tête quand on parle de test, c'est le test en labo, celui qui s'assimile à un test à l'effort qu'on va aller faire plutôt sur recommandation de notre médecin. Aujourd'hui, c'est ça les tests. Ou est-ce qu'on parle aussi de tests, on va dire, de terrain, des tests dans les conditions réelles d'entraînement et de compétition qu'on va pouvoir faire chez soi, presque en toute autonomie? Alors ouais, il existe des tests, alors on va dire les tests directs, qu'on va dire plutôt en labo et les tests indirects qu'on va, du coup plutôt assimiler aux tests terrain. Donc c'est vrai que quand on parle de tests, on a souvent tendance à imaginer l'athlète, qui va faire, un test, à l'hôpital, sur tapis de course, avec, tout un tas de capteurs et branchés un peu de partout. Alors ça, c'est des très bons tests, hein, ça permet d'avoir de la donnée fiable, ça permet de renseigner, vraiment tout un tas de données, sur, la VO2 max, la consommation, enfin, l'utilisation des substrats énergétiques, déterminer précisément les seuils. Mais c'est pas obligatoire. C'est même moi ce que je ne recommande pas spécialement ce type de test, parce que alors dans une logique d'entraînement, dans une logique de santé, c'est cohérent, dans une logique d'entraînement, c'est moins cohérent, dans la mesure où quand on va s'entraîner et quand on va concourir en compétition, on va chercher à exploiter ces valeurs qu'on va avoir déterminées sur les tests, ça va être sur le terrain. Donc l'important, ça va être de reproduire des tests qui soient le plus proche possible de ce qu'on va utiliser ensuite en entraînement et en compétition. Donc là, voilà, sa principale différence entre un test en labo et un test terrain, c'est qu'un test en labo, on va être, disons sur tapis ou sur ergomètre avec, la mesure de tout un tas de paramètres physiologiques, alors que le test terrain, on va être plutôt sur une piste ou sur un home trainer, avec, des valeurs un peu enfin des mesures, un peu moins denses, on va se limiter à la puissance, la fréquence cardiaque et éventuellement, l'analyse du lactate, hein, si certains ont un lecteur de lactate. Mais globalement, ça va «s'arrêter là» entre guillemets et c'est suffisant. Alors, comme tu le dis, on a un peu moins de données qui sont suffisantes pour la plupart des athlètes amateurs. Le truc, c'est aussi que on est dans des conditions qui sont quand même beaucoup plus proches de celles de l'entraînement et de la compétition. Et j'imagine que ça joue aussi dans la pertinence du test. Oui, voilà. En fait, si on prend un test en labo, les tests, par exemple en course à pied sont faits sur tapis. La foulée est très différente de celle qu'on a en extérieur, il y a pas les contraintes du vent, enfin, ça reste très différent de ce qu'on peut faire, sur une piste, par exemple, en extérieur. Donc, c'est vrai que c'est plus avantageux de faire ce test terrain-là. En plus, c'est moins coûteux, forcément, et c'est davantage reproductible puisque, on va pouvoir, répéter, ces tests-là à plusieurs moments, dans la saison ou même sur plusieurs saisons. Et
éventuellement avec les mêmes chaussures, les mêmes conditions, météo, qui permet vraiment de mesurer sa progression, plus précisément, plus finement en tout cas, sur le long terme. Alors juste avant de poursuivre avec les différents protocoles détaillés en natation, en vélo, en course à pied, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à présenter ici entre les deux grandes familles de tests, c'est-à-dire la famille un peu classique PMA, VMA et les tests en intensité critique qu'on voit de plus en plus apparaître. Alors, c'est vrai que il y a eu la mode, très longtemps, hein, de la PMA, VMA, donc globalement puissance maximale aérobie, vitesse maximale aérobie, donc c'est très corrélé à la VO2 max, et donc ça va être globalement l'intensité maximale qu'on va pouvoir tenir sur un effort entre 5 et 10 minutes en fonction du niveau de l'athlète, et donc c'est à partir de ça qu'on va pouvoir, déterminer ces zones. Mais, de plus en plus maintenant, hein, depuis quelques années, on voit l'émergence de l'intensité statique, donc qui est une intensité qui est davantage durable puisque c'est quelque chose qu'on peut tenir, globalement entre 30 et 60 minutes en fonction du sport, en fonction du niveau de l'athlète, et qui va du coup davantage être cohérent, sur la partie triathlon parce que sur un triathlon, il faut garder à l'esprit qu'on est sur un effort, qui va durer, allez disons, au moins 30-40 minutes sur un format XS, jusqu'à, 15-20 heures sur un Ironman. Bah, disons que se baser sur un test de 5-6 minutes pour prédire un effort qui va durer plusieurs heures, c'est pas forcément le plus cohérent et c'est pourquoi l'intensité critique est, du coup davantage, intéressante, puisque, du coup cet effort plus long va davantage être en corrélation avec les capacités, on va dire de durabilité de la tête, à produire un effort, du coup moins intense mais sur une durée plus longue. Donc l'intensité critique, globalement, on peut l'assimiler au seuil 2, donc on l'a vu tout à l'heure, et donc ça va être, déterminé à l'entraînement par des tests un peu plus complets, un peu plus difficiles enfin un peu plus longs à mettre en place, je voulais dire plutôt, par rapport aux tests des PMA, VMA. On va dire sur un test de PMA, VMA, on va se concentrer dans un test, 5-6 minutes à fond ou d'un test, par exemple lutte léger ou Vameval, hein, pour ceux qui ont pu le faire, à l'école. Alors que l'intensité critique, on va être sur des tests un peu plus longs et ça va être plutôt la corrélation, de 2 tests, voire plus. Un test plutôt court, un test plutôt long, qui vont nous permettre de déterminer une pente de dégradation en fait du niveau d'intensité produit en fonction de la durée et qui va du coup permettre de déterminer l'intensité critique. Donc qui est globalement l'intensité, maximale, heu, à laquelle le corps reste dans un état stable. Ok, donc il y a aussi cette considération dans les tests qu'on va mettre en place qui soit le plus proche possible des qualités qu'on va chercher à travailler. Et donc un test qui va durer 3 minutes pour quelqu'un qui va passer des heures en compétition, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Oui, voilà, tout à fait. Si on prend l'image d'un coureur de 800 mètres ou de 1500 mètres en athlétisme, lui, il va plutôt avoir intérêt à faire un test PMA, un test VMA, qui va se rapprocher de la spécificité de sa course, tandis qu'un athlète qui fait encore un alpha Ironman, faire un 3 minutes à fond, j'ai envie de dire, ça va pas lui apporter grand-chose, quoi. Alors, chose que j'ai pas dit, pour un débutant, le test PMA-VMA reste un excellent point de départ, très facile à mettre en œuvre. C'est un test dans chaque sport. Ça permet d'avoir déjà une très bonne donnée d'entrée, une très bonne image à l'instant T de son niveau physiologique dans les 3 sports pour pouvoir débuter un entraînement structuré. Il sera largement temps par la suite, enfin, il aura largement le temps, de passer sur l'intensité critique, mais pour avoir une première valeur, une première définition des zones, c'est tout à fait cohérent. Maintenant qu'on a vu un peu toutes ces bases-là, on va rentrer dans le concret avec les protocoles de test en natation, en vélo, en course à pied. Juste avant qu'on démarre là-dedans, je vous précise à vous qui nous regardez que vous avez directement dans la description de cet épisode la fiche mémo de tout ce qu'on va vous présenter là à télécharger. Donc elle comprend 6 protocoles de test, 2 dans chaque discipline selon votre profil plutôt courte distance, longue distance, ainsi que des ressources vers des articles qu'on a écrits, en l'occurrence que William a écrit sur ces sujets-là. Vous n'avez qu'à télécharger la feuille qui est juste en bas en description de cet épisode et vous pourrez mettre en place vos tests assez rapidement. Et donc on démarre avec les tests en natation. Alors, en natation, on va chercher, alors le test qu'on retrouve le plus souvent, c'est, la mise en relation d'un test sur 200 mètres et sur 400 mètres.
Donc on va chercher à faire le meilleur temps possible sur 200 mètres et sur 400 mètres. Étant donné que c'est de la natation, on peut faire ces 2 tests sur une même séance. Donc globalement, on va venir s'échauffer, 15-20 minutes, avec, un peu d'endurance, un peu d'éducatif, d'accélération progressive. On va venir faire son 1er test, une récupération de 10 minutes, donc une récupération d'abord passive, puis active pour se remettre en route et le deuxième test. Donc on va pouvoir ensuite mettre en relation ces 2 temps-là. Alors ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que, ce sont des tests maximaux, mais, le but c'est d'être régulier, sur la durée du test. Il s'agit pas de partir pleine balle et de finir, d'exploser en cours de test. Le résultat sera le plus pertinent possible, quand, bah, du coup, le test sera réalisé de la manière la plus lissée possible. Donc voilà pour le test en natation. Sachant que pour les triathlètes de longue distance, on peut aussi mettre, en relation, cette valeur sur 200 mètres, 400 mètres avec aussi un test sur 1500 mètres, donc à réaliser sur une séance à part, mais qui peut donner, un 3e point sur la courbe du coup, qui peut nous permettre de voir à quel point on se dégrade, dans le temps, d'un point de vue technique et physiologique. Donc plutôt du test 200-400 si je suis sur courte distance et du test 200-400 et potentiellement 1500 si je m'oriente plutôt sur de la longue distance. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à construire mes zones d'intensité, mes zones personnalisées selon les résultats du test. Ouais, on va venir, bah, du coup utiliser, bah, une plage de pourcentage comme on peut le voir. Donc une plage de pourcentage de cette vitesse critique pour déterminer, chaque zone. Donc en fait, ces pourcentages-là vont être, à peu près, immuables pour chacun des athlètes, mais du coup vont venir s'adapter en fonction de vos résultats de test. Donc là, si je comprends bien dans cet exemple, on a une vitesse critique en natation qu'on a obtenue de 1 minute 36 au 100. Et ensuite, bah, avec cette vitesse-là et les zones de correspondance, bah, j'en détermine donc mes 7 zones d'intensité d'allure que je vais avoir à travailler au fil des entraînements. Alors juste pour précision, ce modèle à 7 zones, c'est celui qu'on utilise dans tous les programmes OpenTree. Donc c'est celui que vous allez retrouver si vous démarrez avec nous. Vous allez pouvoir avoir vos 7 zones qui seront calculées directement à partir de ces indicateurs et qui vous permettront, donc comme on le disait tout à l'heure, avec cette zone de pouvoir vous entraîner de manière assez précise en ayant vraiment une zone pour chaque qualité, voire même sous-qualité, pour pouvoir travailler efficacement. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus ce sujet-là, j'avais rédigé un article complet, sur, le site d'OpenTree, donc pour aller plus loin du coup sur le CSS et notamment comment l'utiliser aussi après avec des exemples de séances et un outil très intéressant aussi, le Tempo Trainer, vous pouvez retrouver, là-dessus. Et on a remis ce lien dans la fiche mémo dont je vous parlais avec l'ensemble des protocoles de test, donc vous pouvez la télécharger directement dans la description. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va peut-être passer du coup à la deuxième discipline, le vélo. Quel test on fait pour la puissance critique à vélo? Alors, sur le même principe, globalement, donc là, on va plutôt chercher sur, 2 durées différentes. On va avoir, donc le classique, ça va plutôt être, un 3 minutes et un 12 minutes. Alors, donc même chose, réalisé avec le meilleur lissage possible d'efforts sur le 3 minutes et 12 minutes. Ici, étant donné que c'est des efforts qui sont plus longs, on va plutôt avoir tendance à les scinder sur 2 séances différentes. Autant, un athlète, très avancé ou un professionnel, qui a l'habitude de rouler, 15, 20, 25 heures par semaine, va pouvoir le faire sur la même séance. Autant, un athlète, plutôt amateur, on va plutôt chercher à le faire sur 2 séances pour pas que le 1er test impacte les deuxièmes. Donc là, vous allez avoir besoin, d'un capteur de puissance, donc qui va du coup être c'est un peu le graal, hein, pour pouvoir déterminer sa zone d'intensité. Donc même si on peut la mettre en relation avec, la fréquence cardiaque, le RPE, on va dire que la puissance reste, une donnée, immuable ou, comment on va dire, qu'il vente, qu'il pleuve, que vous soyez fatigué ou non, enfin, la valeur de puissance, ça restera toujours la plus objective. Donc, on va avoir cette alternative-là du 3 minutes et de 12 minutes. Donc là, plutôt orienté vers les athlètes du courte distance. Pour ceux qui vont être sur un peu plus long, donc même sur du format M jusqu'au format Ironman, on va plutôt être sur du 5 et du 20 minutes va y avoir davantage une composante de durabilité. Et donc là, même chose, on va venir relever sa puissance moyenne sur les exercices.
Et donc ça va nous permettre de modéliser à la fois puissance critique et à la fois, W', qui est en fait une réserve anaérobie. On va dire que globalement la courbe que va dessiner, vos performances sur le 3 minutes, 12 minutes, 5 minutes, 20 minutes, ça va être une courbe, de cette forme-là. Donc l'intensité critique, va être en fait l'asymptote de cette courbe-là. Et donc, tout ce qui va être au-dessus de cette asymptote, ça va former en fait le W', qui est la réserve anaérobie. Ça va être en fait une réserve d'intensité, qui va, se vider, progressivement dès lors que vous allez dépasser l'intensité critique à l'entraînement. Donc, elle va être plus ou moins importante, en fonction du profil de l'athlète. Un athlète qui va être très explosif va avoir une réserve anaérobie très importante. Un athlète qui va être, beaucoup plus, diesel et fort sur le long avec peu d'écart entre son 5 et son 20 minutes, va avoir une réserve anaérobie un peu moins importante. Et donc ça, c'est intéressant pour, ensuite planifier ses séances, où on va venir par exemple faire, un classique, 2 fois 10 fois 30-30, à PMA. On va venir entamer cette réserve anaérobie. Puis après sur les 30 secondes de récup, la restaurer, puis la réentamer, puis la restaurer. Et donc ça peut être intéressant dans une optique de planification d'entraînement ensuite. Et si j'ai pas de capteur de puissance, est-ce qu'il existe des moyens de le faire à la fréquence cardiaque, au ressenti, sur un certain segment? Est-ce qu'il existe des solutions alternatives? Alors forcément c'est pas l'idéal parce qu'on va d'avoir moins de précision. De plus en plus on a quand même des personnes qui ont un home trainer connecté, c'est de plus en plus accessible avec, du coup un capteur de puissance sur le home trainer. Donc là, on va dire que ça aura quand même un intérêt d'être fait là-dessus puisque, bah, du coup, ensuite toutes les séances intenses pourront être faites sur home trainer, donc dans ce référentiel-là, et donc ça sera très bien. Par contre dès lors qu'on passera dehors, faudra s'il y a d'autres indicateurs, donc la fréquence cardiaque, le RPE. Donc par contre, on peut quand même faire des tests dehors sans avoir de capteur de puissance. Donc les alternatives, on a, le classique, segment Strava, à côté de chez nous. Donc idéalement, il faut en trouver un où l'effort est plutôt constant, qu'il y ait pas tout ce qui va être, stop, feu rouge, une circulation qui permette pas d'avoir un effort, bah, constant, et qui soit un segment qui soit quand même assez long pour pouvoir avoir des données intéressantes. Donc là, on va venir, plutôt relever la fréquence cardiaque, et le RPE. Donc la fréquence cardiaque, globalement, si on fait un test 20 minutes dehors, on peut staffer la fréquence cardiaque, au seuil. Et ça va être, la moyenne si on fait un 20 minutes, la moyenne sur les 15 dernières minutes, parce qu'on va avoir ce temps de dérisque cardiaque au départ. Et donc, c'est la problématique du coup principale de l'utilisation de la fréquence cardiaque à l'entraînement, c'est qu'il y a ce délai cardiaque. Par exemple, quand on va faire un effort, si je reprends la séance de TMA du 10 fois 30-30, en fait, quand on va faire notre 30 secondes à PMA, le cardio ne va pas monter, immédiatement. En fait, on va avoir ce délai cardiaque-là, et puis on va avoir cette dérive aussi cardiaque au fur et à mesure de l'effort, hein. Même si on fait un 5 fois 5 minutes au seuil, la fréquence cardiaque, qu'on va atteindre sur le premier 5 minutes va être, largement inférieure normalement, si on les fait tous à intensité égale, à la fréquence cardiaque, qu'on va avoir sur le dernier 5 minutes. Donc il y a quand même des problématiques à l'AFC, même si ça reste un bon indicateur. Idéalement, le mieux, c'est d'avoir la puissance critique, enfin, la puissance globalement, et de la mettre en relation avec, l'URPE et l'AFC. Le RPE, juste pour rappel, c'est le score de ressenti interne de l'effort qu'on score sur 10. Donc, maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même pas mal de trucs qui viennent en tête. Comment est-ce que je fais mon test? Est-ce que je le fais sur home trainer? Est-ce que je le fais dehors? Si j'ai plusieurs vélos, vélo de route et vélo de contre-la-montre, où est-ce que je le fais? C'est quoi le bon protocole pour que ce soit le plus utile après à l'entraînement et en compétition? C'est toute la complexité, des tests en fait. Disons que alors, il va y avoir déjà une nuance importante entre, la puissance qu'on va produire sur home trainer et sur la route, et il va encore y avoir une nuance entre la puissance qu'on va produire sur vélo contre la montre et sur vélo de route. Donc, si vous me suivez, ça veut dire qu'il faudrait potentiellement faire, 4 tests, dans les différentes conditions. Donc c'est pas forcément viable, ça prend du temps, c'est pas forcément intéressant, niveau fatigue, niveau entraînement, mais bah,
En fait, idéalement, il faudrait faire un test partout pour avoir un référentiel d'intensité partout. C'est pas toujours possible. Donc moi, ce que je recommande, c'est de réaliser son test, heu, dans l'environnement dans lequel on va faire ses séances de fractionnés. Si vous faites vos séances de fractionnés en extérieur, faites vos tests en extérieur. Parce que, bah, pour vous donner un ordre d'idée, sur Home Trainer, on perd, entre 5 et 10 globalement de puissance par rapport à l'extérieur du fait qu'il y ait pas l'inertie qui passe plus chaud, qu'il y ait pas la vitesse. Donc ça, c'est les études scientifiques qui l'ont montré. Globalement, ça reste individuel, mais globalement, du coup, on perd de la puissance sur Home Trainer. Donc bah, si vous avez l'habitude de faire vos séances, d'intensité dehors, faites vos tests dehors. Si à l'inverse, vous faites vos séances d'intensité à l'intérieur, faites vos tests à l'intérieur. Petite nuance aussi par rapport au capteur. Si vous avez un capteur, quand vous avez l'opportunité d'avoir un capteur sur votre vélo et sur votre home trainer, essayez de privilégier toujours le capteur sur le vélo. Puisque les capteurs de home trainer, parfois manquent de précision. Si je vous donne mon exemple, j'ai 2 home trainers différents. Il y en a un qui me donne 30 watts de moins que mes pédales Asioma. Il y en a un qui me donne 30 watts de plus. Donc, autrement dit, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Donc, moi, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est vrai que bah, je passe globalement, il y a un entraîneur, je suis à PMA, l'autre, si j'utilise les pédales, je suis au seuil, et si j'utilise d'autres entraîneurs, je suis au tempo. Donc c'est assez compliqué. Donc moi, je suis partisan d'utiliser toujours le même capteur. Donc si vous avez un capteur sur votre vélo, utilisez toujours le capteur sur le vélo. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de surprise, vous vous adaptez juste en fonction de si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Et pour parler de la différence de position contre la montre vélo de route, bah, là aussi il y a une petite différence. Donc ce qui va être intéressant, ça va être éventuellement de refaire un petit test à l'approche de la compétition pour ceux qui vont utiliser le contre la montre, puisque généralement toute la période de préparation hivernale, la préparation foncière on va dire, on va la faire sur vélo de route et le vélo contre la montre, on va plutôt le sortir en période spécifique sur les 3 à 4 derniers mois dans l'année. Donc là, il peut être intéressant de refaire un test sur contre la montre. Juste histoire d'étalonner un peu l'écart de puissance qu'il peut y avoir entre les 2. Donc voilà, globalement, sur les nuances home trainer, route, contre la montre, vélo de route. Ouais, donc on capte bien la complexité potentielle et donc il faut réussir à avoir bah, les bons tests qui vont nous permettre de nous rapprocher des contraintes de la compétition et qui en même temps vont refléter la réalité de ce qu'on fait à l'entraînement. Donc une fois qu'on a ces tests-là, qu'on a réussi à récupérer nos valeurs de puissance critique, un peu comme pour la natation, je les mets dans ma grille d'intensité pour calculer mes zones personnalisées. Ouais, c'est ça. Donc là, même chose que pour la natation, ce sont des pourcentages qui vont être attribués à chaque zone. Et donc, bah, du coup, ça va être immuable selon les personnes, ces pourcentages-là. Et ensuite, en fonction de vos valeurs que vous aurez déterminées avec ces tests, les différentes zones vont venir s'adapter à votre niveau physiologique. Et donc là, on voit même que sur le tableau, tu as ajouté deux valeurs de puissance critique, une en intérieur sur Home Trainer et une en extérieur, et que tu contrôles ça aussi avec la fréquence cardiaque. Exactement, et puis même du RPE, globalement, on va dire que c'est à l'entraînement, plus on a de data enfin, de données qu'on va venir ressortir, mieux c'est pour pouvoir contrôler globalement. Donc sur la partie vélo, on l'a bien compris, test 3-12 ou 5-20 minutes. En course à pied, c'est à peu près la même chose. Est-ce que on est sur les mêmes protocoles de test? Qu'est-ce qui diffère? Et bien, dans la même logique que ce qu'on a fait à vélo, on va venir du coup reproduire, bah, ça va être plus quasiment les mêmes tests, hein, ça va être en 3 minutes et en 12 minutes, plutôt en 5 à 20 minutes pour les athlètes qui font du plus long. Et donc on va venir mettre ces données qu'on a obtenues en relation pour avoir cette vitesse critique-là. On peut également, on a de nombreux athlètes qui sont adeptes l'hiver de faire un 10 km, un semi-marathon. On peut également mettre en relation les valeurs qu'on aura eues sur les tests avec ces valeurs en compétition, qui sont du coup qui permettent d'avoir un autre repère, hein. Globalement, ce qu'on disait on va dire que le seuil 2 se situe entre l'allure du kilomètre et l'allure semi-marathon en fonction du niveau de l'athlète. Globalement, c'est un bon niveau de repère aussi.
Donc là, pour le 3 minutes, 12 minutes, 5-20 minutes, on va plutôt chercher à le faire sur piste pour davantage de précision. Puisque là, on va pouvoir vraiment contrôler au mètre près, entre guillemets, la distance, puisque bah, du coup, il y a moins cette composante GPS avec couverture nuageuse qui peut être défaillant. Et puis, on a la régularité aussi du terrain qui va permettre d'avoir quelque chose qui soit le plus lissé possible. Et comme tu le disais, ça c'est intéressant, les courses à pied sèches qu'on peut faire, 5 km, 10 km par exemple, ça peut être des bons indicateurs, des bonnes manières de faire des tests en réel, notamment l'hiver, lorsqu'on n'a pas trop de pression sur notre agenda, sur notre entraînement triathlon. Parce que l'air de rien, par rapport aux tests qu'on évoque là, qui sont des 3-12 minutes ou 5-20 minutes, bah, si on fait un 5 et un 10 km, bah, on a des efforts qui sont, allez, pour être large, entre 15 et 30 minutes sur un 5 km, entre 35 et 55 minutes, 1 heure pour la plupart des athlètes sur 10. Et ça, du coup, ça fait des tests maximaux qui apportent des données hyper concrètes et hyper actionnables derrière. Et du coup, une fois qu'on a ces valeurs-là, donc ces valeurs de test, soit en compétition, mais aussi avec les protocoles que tu nous as présentés, 3-12 ou 5-20, derrière, je construis également donc ma grille personnalisée d'allure. Ouais, c'est ça. Donc même chose qu'en en natation et à vélo, on va avoir du coup ces différents pourcentages qui vont être associés à chaque zone et qui vont venir s'ajuster en fonction des valeurs que vous aurez eues sur vos tests. Et je mettrai juste une petite précision sur la partie dénivelé ou surface de course. Forcément, cette vitesse-là va être enfin, ça va devenir un repère qui va être moins utilisable quand on va avoir une surface, par exemple sur du trail, hein, même si c'est plat, s'il y a plein de cailloux, si c'est boueux, si par exemple on va en montagne, de la course avec du dénivelé, donc là la vitesse va être un peu moins une donnée utile. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir cette fréquence cardiaque. On va pouvoir gérer ces zones-là avec la fréquence cardiaque et aussi au niveau avec le RPE. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, hein, plus on a de données, mieux c'est, puisque du coup, on peut s'adapter à quasiment toutes les situations. Ok, donc là, on a nos protocoles de test en natation, en vélo, course à pied. Maintenant, la question qui vient, c'est à quel moment de la saison je fais mes tests? Combien de tests je fais par an? Est-ce que c'est intéressant de les multiplier? Au contraire, est-ce que je risque d'en faire trop parce que c'est des séances épuisantes? Alors, il faut garder à l'idée que les tests, c'est vraiment, comme je disais au tout début, une image à un instant T de notre niveau. Donc en fait, ça sert à rien de le répéter toutes les semaines ou tous les mois en se disant ah bah là, forcément, j'ai progressé, donc qu'est-ce que je veux maintenant? Idéalement, moi, ce que je recommande, c'est d'en faire 2-3 fois par an, grand maximum. Euh, Premier moment qui est judicieux, après une phase de reprise, donc on vient de finir s'accomplir à l'automne. On a fait une petite période de reprise d'entraînement de 4-5 semaines. Hop, là, je vais venir faire mes tests. Au moins, je vais avoir un bon niveau de départ, savoir où est-ce que j'en suis avant d'aborder la préparation hivernale. Donc, ça, c'est un premier moment qui me paraît idéal. Ensuite, on peut en refaire un plusieurs mois après, en fin de bloc hivernal, avant d'attaquer des blocs un peu plus spécifiques à la compétition, pour pouvoir vraiment ajuster. Donc là, ça va plutôt être, pas forcément on toute la batterie de tests, mais plutôt refaire des tests ponctuels pour pouvoir plutôt ajuster ces intensités visées en course. Par exemple, si on prépare un triathlon M. Ça peut être intéressant de refaire un test 20 minutes pour pouvoir voir comment on a progressé bah, par rapport au début de l'hiver et pour justement pouvoir pardon, ajuster ces zones-là, bah, enfin, ajuster les zones correspondantes et du coup les intensités qu'on va viser en compétition. Donc, et puis même chose, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si on utilise un vélo de contre-la-montre, là aussi, ça peut être intéressant de refaire un ou deux tests ponctuels, juste histoire de situer l'écart entre le vélo de route et le vélo de contre-la-montre. Mais ça sert à rien de le répéter trop trop souvent, hein, globalement, 2-3 fois grand maximum dans l'année, ça suffit. Même pour les débutants, globalement, ce qu'on peut garder à l'idée, c'est que pour les débutants, plutôt que de faire un test, on peut garder, une séance test. Hem, il y a des séances qui sont très intéressantes, en course à pied, ça peut être un 10 x 400,
un 8 fois 1000, et ben, plutôt que d'aller faire un test maximal, on va venir faire un 8 fois 1000 meilleure moyenne possible. Ça va être moins taxant, mais ça va être aussi prouvant de la progression que ce qu'on aura pu faire quelques semaines ou quelques mois auparavant. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête avec les tests. Il y en a aussi qui se prennent beaucoup la tête, qui imaginent ça un peu comme une compétition avec eux-mêmes. Donc pour eux, même pour ces profils-là, hein, avancer ou pas, faire des tests, ça peut ne pas, enfin, ça peut être contre-productif, et mieux vaut faire une séance test qu'on a fait 1 année avant, 2 années avant, 3 années avant, et puis on évalue sa progression comme ça. Ouais, ça c'est une idée intéressante, de se dire que on n'est pas obligé de refaire des protocoles de test de A à Z, mais qu'il y a aussi des séances qui peuvent servir de proxy, entre guillemets, qui sont pas des séances maximales, mais qui peuvent être répétées pour juger l'évolution de son niveau un peu plus régulièrement qu'une batterie de tests complète. Ouais, oui, voilà, tout à fait, ouais. Si je prends mon exemple en course à pied, cet hiver, j'ai pas du tout fait de test. J'ai fait un 5 km, un 10 km. Et globalement, ça m'a suffi, surtout que je préparais un triathlon longue distance, cette saison-là. Donc connaître mes valeurs sur 3 à 6, 12 minutes, pas forcément trop d'intérêt. Et puis c'est des entre guillemets «tests» du coup qui sont moins perçus comme des tests, puisque du coup c'est une compétition, il y a l'adrénaline avec les gens autour, il y a cette 2 mètres 1 dossard, donc voilà. Et juste avant de terminer, tu voulais nous dire un mot sur le PPR, le profil de puissance record. Ça, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Ouais, alors, c'est quelque chose sur lequel on peut terminer, c'est vrai que le PPR, alors, heu, il est pas valable qu'à vélo, hein, il est valable aussi en course à pied. C'est globalement, c'est une courbe qui va déterminer nos meilleurs efforts sur toutes les durées de 1 seconde jusqu'à plusieurs heures. Donc c'est accessible sur différentes plateformes, hein, donc là c'est Interval.icu, il y a sur Nolio aussi, TrainingPeaks, et cetera. Donc en fait, ça recense l'ensemble de nos meilleurs efforts sur vraiment toutes les durées. Et donc ça permet donc là, on voit les différentes courbes, donc sur 42 jours, 84 jours et tous les temps. Ça peut permettre de suivre, déjà d'une part son niveau de forme par rapport à son niveau, enfin au meilleur niveau all time qu'on a pu avoir. Et ça peut permettre de cibler aussi ses points forts et ses points faibles. Heu, Si je prends l'exemple de cette plateforme-là, on peut voir, en fonction des têtes de son âge et de son sexe, le niveau moyen des sets, sur chaque durée d'effort, et on peut voir comment on se comporte par rapport à eux. Et donc on peut tout à fait imaginer que du coup je sois plutôt dans le bas de la fourchette sur 1 seconde jusqu'à 5 minutes, et que je sois plutôt à l'inverse, dans le haut de la fourchette sur du 20 minutes, 30 minutes jusqu'à 2-3 heures. Et ben là, on peut se dire, OK, qu'est-ce qui me manque? Ça va être plutôt, du coup, travailler mes valeurs à très haute intensité, donc sur 1 seconde à 5 minutes, pour pouvoir relever ce plafond de verre, et du coup, par conséquent, relever ensuite mes valeurs sur des efforts plus longs. Donc c'est suivre ce profil de puissance record-là, ça peut être intéressant, pour avoir vraiment une vision très large de son niveau, d'une part de tout temps et sur une période, du coup, plus rapprochée, donc les comparer, et aussi comparer son niveau global, par rapport au niveau des autres. Donc là, avec cette courbe, j'ai l'historique de mes meilleures allures ou de mes meilleures puissances sur l'ensemble des durées possibles. Et ça me permet de me guider dans mes séances d'entraînement, de voir mon évolution, mais j'imagine aussi d'être utile pour les allures de course. Ouais, et aussi, ça permettra d'évaluer du coup, une fourchette d'intensité qu'on pourra viser sur un effort donné, par exemple, si on pourrait dire, mettons là, enfin ce week-end, j'ai un contrat à la montre allez, 1/2 heure qui est organisé avec mon club. Ah sur 1/2 heure, qu'est-ce que je peux tenir? Et bah, si je regarde cette courbe-là, hop, 1/2 heure, je vois quelle puissance je suis censé pouvoir tenir, et du coup, ça permet d'avoir un bon repère aussi.
Alors j'en profite pour faire un lien évident avec un prochain sujet sur lequel tu pourrais intervenir, c'est celui de comment est-ce que j'adapte ma stratégie d'allure, de pacing en course selon ma distance et selon du coup les résultats de mes tests et mes zones. Ça, je pense que c'est un sujet qui en intéresserait beaucoup. D'ailleurs, je vous laisse nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le sujet dans les prochaines semaines. Comment est-ce qu'à partir de ces tests, ces résultats de tests, mes zones d'intensité, je vais choisir ma stratégie d'allure en course. On sait que c'est un truc déterminant, surtout sur longue distance. Alors si vous avez besoin d'y voir plus clair là-dessus, n'hésitez pas à vous nous mettre un commentaire et on le prévoira dans la liste des prochaines vidéos à aborder, parce que c'est un sujet très lié et qui découle naturellement de ce qu'on vient de se dire là. Alors peut-être, William, au moment de conclure, est-ce que tu as un seul conseil, un seul élément que on devrait garder en tête à la fin de cette vidéo après avoir discuté de ce sujet en long, en large et en travers? Ouais, bah, alors un CA7, ça a tout intérêt à se tester, de manière ponctuelle, plusieurs fois dans la saison. D'une part, pour mieux comprendre son profil d'athlète, ce qui va ensuite lui permettre d'individualiser au maximum son entraînement et donc de mieux s'entraîner, de s'entraîner juste, d'éviter les blessures et donc, logiquement, de progresser. Donc ça, qu'il soit amateur ou professionnel. Super, super clair. Bon, j'espère que vous aussi, vous avez maintenant la conviction que se tester, c'est important, déterminer ses zones d'entraînement et surtout les respecter à l'entraînement, ça l'est encore plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, si vous voulez d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci William d'être intervenu. C'était hyper intéressant. Et encore une fois, si vous voulez la suite de cette vidéo sur comment est-ce que j'adapte ma stratégie d'allure en course, n'hésitez pas à nous le dire. Et comme ça, on va pouvoir prévoir ça très rapidement. Et enfin, si vous n'avez pas encore démarré l'entraînement et que vous avez un triathlon prévu bientôt, je vous invite à nous rejoindre sur OpenTri. Vous pouvez tester la solution gratuitement pour vous entraîner pour votre prochaine compétition. On sera ravi de vous accueillir. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Merci à toi Charlie et puis, à une prochaine pour un prochain live.